pas crédible. Shalom, nous allons étudier le DAF Tzadik Gimel dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons 4 lignes à la fin du DAF Tzadik Bet Amoud Bet. Tashma, on rappelle le sujet ici, ce que Tashma, c'est on essaye de résoudre un problème qui est souvent lié à une marloquette. Marloquette, Rav ou Shmuel. Est-ce que on utilise le Rov, la majorité des cas, la probabilité, est-ce qu'on l'utilise autrement que dans ce qui est Asur ou Mutar, comme la Torah l'a dit, ou selon Shmuel, on l'utilise que dans ce qui est Asur Mutar. Donc le cas de la marloquette, c'est un taureau ou un bœuf peut être utilisé à la fois pour l'agriculture, à la fois pour l'alimentation. Et on a quelqu'un ici qui achète un taureau qui ne précise pas quelle est la raison pour laquelle il le fait. Et le taureau s'avère être bon à l'alimentation et non pas à l'agriculture, mais la majorité des gens l'achètent en général pour le travail, pour l'agriculture. Et du coup, la question ici, c'est selon Rav, à partir du moment où la majorité des gens achètent pour le travail agricole, ça veut dire que normalement le vendeur aurait dû utiliser cette majorité pour se dire la personne veut l'utiliser pour le travail et donc je dois le prévenir qu'il n'est pas apte au travail. Selon Shmuel, pas du tout. On n'applique pas ces dîmes de Rov que la Torah nous impose dans les Isurim, on ne les applique pas dans tout ce qui est mamonot, argent, c'est-à-dire qu'ici, est-ce que la vente est bonne, pas bonne, est-ce que je dois rembourser ou pas. Et donc du coup ici, puisque rien n'a été précisé et qu'on ne peut pas déterminer, on n'avait vu ni par le prix, ni par les habitudes passées de la personne, on ne peut pas déterminer quelle était l'intention de l'acheteur, on dira que la vente n'est pas mauvaise. Tashma, on va essayer justement de prouver comme l'un ou comme l'autre, on va essayer de prouver ici comme Rav, que dans un cas de Mammon, on applique ces dîmes de Rov. Amocher Ayved Chavero, celui qui vend un serviteur. Venimtsa Ganav, et il se trouve que le serviteur a un problème qui fait qu'il n'est pas non plus apte au travail. Pourquoi? Soit c'est un voleur professionnel. Kubiostus. Alors Kubiostus ici, dans les Rishonim, on a plusieurs lectures. Kubiostus en général, souvent, c'est quelqu'un qui est un kidnappeur, donc celui qui vole des personnes, Kubiostus. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash à propos de Yaakov Avinu, lorsqu'il s'est adressé à l'ange qui a voulu partir le matin, il lui a dit: est-ce que tu es un voleur ou est-ce que tu es un Kubiostus? En gros, est-ce que tu voles de l'argent, est-ce que tu voles des personnes? Mais Tosfot nous dit ici que Kubiostus, c'est celui qui Mesachek, qui joue mais Kubia. Kubia, c'est les dés, donc c'est celui qui joue au jeu de hasard. Et quel est le problème de cette personne-là? C'est qu'en général, il a des dettes, et du coup, on lui court après, et donc ce serviteur-là peut disparaître du jour au lendemain, poursuivi par ses créanciers, parfois mafieux. Igiro listim mezouyan, o murtav, le malchut, o mealo areshecha lefanecha. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que celui qui a acheté donc un serviteur qui est voleur, ou qui est, on va dire, endetté, ou qui est kidnappeur, igiro. La vente est bonne, on la valide. L'istim mezouyan, si par contre le type c'est un braqueur, celui qui vole à main armée, au murtav la malchut, où le type a vraiment fait quelque chose contre le roi, contre le pouvoir, et donc lui c'est sûr qu'il ne fera pas long feu, au mealo areshecha lefenecha, la vente est annulée. Donc on fait une distinction ici lorsque l'on vend un serviteur, entre un serviteur qui est habitué à voler, ou qui est habitué à jouer aux cartes, ou à kidnapper, et un qui a vraiment un problème sérieux, c'est-à-dire que soit c'est un braqueur, donc il est dangereux, soit il va être pris par le roi. Pourquoi faire une distinction? La Gemara va imaginer que c'est une question justement de Rov. Puisque les deux premières qualités ou premiers défauts sont des défauts qui sont habituels, eh bien la personne se doutait bien en achetant un serviteur que le serviteur serait comme la majorité. Or la majorité des serviteurs sont voleurs ou sont kubiostus. Recha, pourquoi le début c'est bon? Maïtama qui a raison. La Mishum Deruba Achitnu, n'est-ce pas que c'est parce que la majorité des serviteurs sont voleurs ou sont kubiostus? Et donc du coup tu vois bien qu'on fait une distinction entre ce qui est la majorité et ce qui est moins majoritaire. Un serviteur qui a un problème avec le roi ou qui est un braqueur, ça c'est un peu plus rare. Par contre voleur c'est fréquent, kubiostus c'est fréquent. Donc tu vois bien ici que l'on tient compte de la fréquence d'une situation pour déterminer si la vente est bonne. Et si on est dans Mammon, on n'est pas dans Isurim, donc ça prouve comme Rav que dans le cas du taureau, il faudrait appliquer cela, et pas comme Shmuel. La Gemara dit non. Lo kulhu achitneu. La Gemara dit non. C'est pas que la majorité, 50, 51, 52, 60, 65% des serviteurs sont voleurs. C'est 100%. C'est la totalité. Et donc du coup, si c'est pas une question de Rov, c'est une question presque de Vadaou, de Umdana. Alors, il est évident ici que on peut quand même trouver un serviteur qui ne vole pas ou un serviteur qui ne joue pas aux cartes. Simplement ici on fait une distinction entre un Rov classique, 50, 51, 52, 60, 65%, et
ce qu'on appelle un rov absolu, c'est-à-dire proche des 100%. Et là ici, même Shmuel serait d'accord. C'est-à-dire que Shmuel nous explique que ce que la Torah a dit, que 51%, c'est comme la totalité, c'est un chidouche. Parce que 51%, c'est pas la totalité, ça ressemble plus même moitié-moitié. Ça, ce chidouche-là, on l'applique dans les souris, on ne l'applique pas dans Mamonot. Par contre, lorsqu'on a une probabilité qui est proche des 100%, on est à 95, 98, 99, à ce moment-là, on n'a même pas besoin d'appliquer le rov de la Torah, c'est une quasi-certitude, et donc c'est la logique ici qui fait qu'on applique cela au dinim de Mamonot, de financier. Tashman essaie encore une fois de prouver comme l'autre ici, on va prouver comme Shmuel, qu'on n'applique pas le rov justement ailleurs que dans l'Isurim. Tashma, Shor Shenagaret Apara, un taureau qui encorne une vache. Venimsa Orbara Betsida. Donc on sait qu'un taureau a encorné une vache. Donc la personne devra payer la moitié du prix de la vache, puisqu'on est dans un cas où l'animal n'a pas l'habitude d'encorner, et donc le propriétaire ne sera responsable qu'à 50%. Venimsa Orbara Betsida. Et à côté de la vache décédée, il y a un fœtus. Donc la vache était enceinte. Betsida, ve'eno yadoua im ad shelo nagacha yalada, mais on ne sait pas si le taureau a encorné la vache avant qu'elle enfante, ou im shenagacha yalada, ou c'est après la negicha qu'elle a enfanté. Et donc du coup la conséquence c'est est-ce que le taureau est responsable de la mort de la vache et du fœtus, et donc il faut rembourser la moitié de la vache et du fœtus, ou est-ce qu'il ne faut rembourser que la moitié de la vache? Et on part du principe que le fœtus a été perdu par la maman avant. Alors qu'est-ce qu'on dit là-bas? Mais Shalem Khatsinezek la para, on paiera la moitié de la vache, puisque là il est certain que la vache a été tuée par le taureau, donc on est certain de payer 50%. Maintenant pour le fœtus, pour le vlad, pour le petit veau, vervia la valade, on ne paiera que le cas. Pourquoi le cas? Parce que si il est responsable pour le veau, il faudra payer la moitié. S'il ne l'est pas, il faudra rien payer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait moitié-moitié. Il y a une chance sur deux qu'ils doivent payer la moitié, et donc du coup, une chance sur deux qu'ils payent la moitié, ça donne finalement un quart. L'Agma pose la question, pourquoi ici on ne va pas selon le rov? Ve'amai, pourquoi? Leima alechacha rov parot, on devrait utiliser le rov selon Rav. Ve'rov parot, mit'aberot ve'yoldot, pourquoi? Parce que la majorité des vaches, lorsqu'elles sont enceintes, accouchent sans que le veau ne meure. Et puisque la majorité des vaches enfantent comme il faut, ici, il est probable que le veau ne soit pas mort né, mais soit mort à cause justement de la negira. Donc il est évident, en tout cas il est très probable, et donc évident au niveau halachique, que c'est à cause du taureau, et donc du coup la personne devrait payer la moitié de la vache et la moitié du veau, si on part du principe qu'on applique les dîmes de rov dans Mamonot. La Gemara nous explique que finalement non, c'est autre chose. Atam, le safek c'est pas ça. Pourquoi? Là-bas, on a on a la certitude que le taureau est arrivé lorsque la vache était enceinte. La question, c'est à quel moment a-t-elle perdu le veau? Est-ce qu'elle l'a perdu avant le choc? Et donc avant le choc, elle l'a perdu à cause de la peur qu'elle a eue. Et à ce moment-là, on ne sera pas responsable parce que la Torah a rendu responsable le propriétaire du taureau lorsqu'il y a eu le choc. Ou est-ce que c'est le choc qui a été fait? Donc la Gemara va expliquer que c'est le taureau qui encorne par devant, par derrière. Mishum de Sakana, on a un doute. Deika les Memar, on peut dire Mikama Ata, qu'il est venu justement de face. Ou bien Ituta et Pila. Et donc c'est par peur du choc que la vache a perdu le bébé dans son ventre. Et à ce moment-là, le taureau n'est pas responsable, le propriétaire non plus. Et il n'est responsable que de la vache et du choc. Et Kalemema Mahorata, ou peut-être que le choc est venu par le côté ou par derrière, et à ce moment-là, Omenigach Negacha Veipila, c'est par le choc qu'il l'a tué elle et qu'il a tué le Vlad, avec Maman Namutal Besafek, et à ce moment-là, on ne sait pas du coup quelle est la responsabilité du propriétaire vis-à-vis du veau, et dès qu'on a de l'argent qui est dans le cas de doute, Cholkim, on partage. Donc du coup, la Gemara nous dit finalement, on n'a pas de preuve ici pour Shmuel. Lima Ketane, la Gemara va rapporter une marloquette entre les Tanaïm et nous dire que peut-être que cette marloquette Tanaïm revient à notre marloquette. Nous, notre sujet c'est Rov. Ici, le sujet des Tanaïm, ce sera Chazaka. Mais la Gemara a l'air, pour l'instant, en tout cas, avec Midrash, on a pensé à un moment donné dire que les deux fonctionnent de la même manière. Shor Shayaro Evenimsa Shor Haog Betido. On a un taureau qui est en train de paître. Et on trouve un autre taureau qui est mort à côté. Donc il faut dire que le taureau qui est à côté n'appartient pas à la même personne qui est propriétaire du premier. Afalpi chez Ze Menugar, Vezemo Aligar. Même si on voit que le taureau mort a été encorné, on voit des traces qui montrent qu'il a été encorné.
et on voit que le taureau vivant, à côté, est un taureau qui a l'habitude d'encorner. Il a déjà encorné 3 fois, donc il a déjà un statut de shor nagar. Alors Nakran, la Gemara nous dit quoi? Zemenouchar ou Vezemoralishor, ou un cas similaire, c'est-à-dire que c'est le taureau qui est mort, qui a été mordu, et on voit que l'autre a l'habitude de mordre. En omrim, on ne tient pas compte de cela, et on dit pas Beyadoua chez Zenegachor que c'est évident que c'est lui le coupable. Chez Zenegachor que c'est lui qui a encorné ou que c'est lui qui a mordu. Ça c'est le premier avis. Tanakama. Donc Tanakama qui a l'air de ne pas tenir compte de la chazaka, même si le taureau qui est à côté, qui est vivant, a lui une chazaka, qu'il a l'habitude, une présomption qu'il est dangereux, on ne dira pas que c'est lui qui a tué le taureau qui est à côté. Rabbi Acha n'est pas d'accord. Il pense que non seulement dans ce cas-là, on tiendra compte de cela et on dira que c'est le taureau qui est réputé dangereux qui a tué, mais mieux que ça dans un cas d'un gamal. Rabbi Acha Omer, gamal à ocher. Gamal à ocher, ici c'est un verbe pour parler de la reproduction. Lorsque le gamal se reproduit d'une manière qui justifie cette utilisation du verbe ocher, ici qui montre le dos. Alors, ben agemalim, on a ici plusieurs chameaux, et on en a un qui se reproduit avec la femelle. Nimsa gamal arok betsido, et on trouve un chameau qui est mort à côté, qui encore une fois n'appartient pas au même propriétaire. Biadoua chez Zeharago. On part du principe que c'est lui qui l'a tué. Alors pourquoi les commentaires expliquent que c'est la Gemara aussi ailleurs qui le dit, qu'un gamal, un chameau, lorsqu'il se reproduit, il a des pulsions meurtrières, et donc parmi tous les chameaux, celui qui est en train de se reproduire a une présomption qu'il est dangereux, et donc du coup c'est un peu le même statut. Pourquoi avoir apporté ce cas de Tosfot? C'est pour dire un plus grand tridouche, non seulement dans le cas du taureau, mais même dans le cas du gamal, qui en général, le gamal, lorsqu'il se reproduit, il le fait de manière assez discrète, et donc on aurait pu penser qu'il n'y a en général aucun autre animal à côté, et donc qu'il n'a pas tué, Kamash Malan, qu'à partir du moment où il y a une présomption qu'il est dangereux, eh bien, c'est lui qui est le coupable. Donc on a une marque ici entre Tanakama et Rabbi Acha, dans le cas du taureau et dans le cas du chameau. Est-ce que lorsque l'on a un animal mort et à côté un animal qui est présumé dangereux, est-ce que on met la responsabilité sur le présumé dangereux et donc on demande au propriétaire de payer ou pas? C'est une marloquette. Selon Tanakama, non. Selon Rabbi Acha, oui. Et donc du coup, ce serait peut-être une marloquette Rav Shmuel. Est-ce qu'on tient compte du rov ou pas du rov dans tout ce qui est mamonot? Svarua deruba vechazaka qui a dedeninu. Au départ, dans le Beth Midrash, on pensait que rov et chazaka c'était pareil. Le fait d'utiliser la probabilité pour déterminer un safek et le fait d'utiliser une présomption pour déterminer un doute, un safek, c'est pareil. L'imarav d'Amar qui Rabbi Acha, Rav qui tient compte du rov, de la probabilité, il est comme Rabbi Acha qui tient compte de la présomption, ou Shmuel qui dit que dans tout ce qui est argent, on ne tient pas compte de la probabilité. Des Amar, Tanakama, il pense comme Tanakama qui ne tient pas compte ici de la présomption. Alors, on fait petit aparté, il faut comprendre pourquoi comparer deux choses. Il y a des sougyots dans le chasse. Est-ce que Rov et Chazaka, lequel est le plus fort? Pourquoi ici comparer? Même pas comparer, mais partir même du postulat que Rov et Chazaka fonctionnent de la même manière. Alors, on va essayer d'expliquer déjà pourquoi. Rov, on a dit, c'est une question de probabilité. La plupart des gens font cela, la plupart des gens achètent des taureaux pour l'agriculture, la plupart des gens font cela, et donc du coup on part du principe que cette personne-là, dans le doute, fait partie de la majorité. Quand on regarde la chazaka, c'est quoi la chazaka? C'est un taureau, encore une fois, 2 fois, 3 fois, il change de statut. Ce statut, sur quoi il est basé ce changement de statut? Sur le fait qu'à partir du moment où un taureau a encorné 3 fois, il est présumé dangereux, c'est-à-dire qu'il est très probable qu'il va encorner, ce qui fait que son maître maintenant devient plus responsable qu'avant. Ce qui veut dire que dans le fond, la chazaka repose toujours sur une logique de probabilité. C'est la raison pour laquelle la Gemara pense que si l'un fonctionne, l'autre aussi. Si l'un ne fonctionne pas, l'autre ne fonctionne pas. Et au-delà de ça, encore une fois, c'est aussi le même genre d'idée. La chazaka, c'est une idée que la Torah nous a donnée. Le rov, c'est une idée que la Torah nous a donnée. Et on peut très bien imaginer qu'on a la même discussion. Est-ce que ces logiques-là de rov et chazaka, qui ont un point commun, c'est qu'elles sont basées sur la probabilité, est-ce qu'on les utilise que là où la Torah les a citées, c'est-à-dire dans des cas de Isurim ou Kan Mamonot? C'est donc la marloquette ici entre Tanakama, Rabbi Acha et Shmuel et Rav. La Gemara nous dit non, ça n'a rien à voir. La chazaka et le rov fonctionnent de manière différente et il se peut que parfois le rov fonctionne mieux que la chazaka et parfois l'inverse. Rav qui te dit qu'on tient compte du rov, il te dit moi qui tiens compte du rov, ça, je peux dire cela même selon celui qui ne tient pas compte de la chazaka. Anna de Amre, ce que je dis, Afilou Tanakama, même selon Tanakama qui ne tient pas compte de la
Chazaka. Pourquoi? Là-bas, on discute sur la présomption. Est-ce que la présomption est utilisée ou pas? Aval bata ruba azdinan. Mais le rov c'est plus fort. Donc ici, on part du principe que rov et chazaka, rov adif, et c'est comme ça que, en général, les soguiot du chasse concluent cette question-là. La probabilité est une logique halachique qui est plus forte que chazaka. Donc du coup, le fait qu'il y ait une discussion là-bas sur est-ce que la présomption est utilisée ou pas ne nous permet pas de savoir si la probabilité fonctionne, parce que la probabilité est plus forte. Ah, maintenant l'inverse. Aval bata ruba azdinan. Shmuel amar lecha. Shmuel pourrait te dire. Anna de Amré, moi qui dis qu'on ne tient pas compte de du rôle, de la probabilité, même si on ne tient pas compte de la probabilité et que la probabilité est plus forte que la présomption, on peut tout de même penser éventuellement que la présomption fonctionne. Comment c'est possible? On a dit à l'instant que c'était plus fort. Anna d'Amré afilo les Rabbi Acha. Moi ce que je dis, même selon Rabbi Acha. Pourquoi? Ad kanoka amar Rabbi Acha atam. Et là, dazinam bata chazaka là-bas, celui qui dit qu'on va selon la présomption, c'est parce que la présomption concerne l'intéressé. Concerne l'animal. Des hugoufé mourzak, car lui-même il est mourzak. Alors mais le rov, c'est la probabilité de la situation. Et ici il fait une distinction entre, finalement, même si les deux, on a dit la présomption et le rov, fonctionnent grâce à une logique de probabilité, il y a dans la chazaka une notion de changement de statut. C'est-à-dire que même si effectivement c'est parce qu'au bout de 3 fois un taureau a plus de chances d'encorner que, mais au final, quel est le din? Le din, c'est que l'animal est différent. Il y a un changement de statut au bout de 3 fois. C'est aussi de là qu'on apprend dans toute la Torah qu'une répétition d'une situation change la réalité. Et donc ici, au bout de 3 fois, c'est comme si on avait un autre taureau. Et comme ici, on a un changement de personne et ça concerne la personne elle-même, on peut très bien imaginer qu'on est passé d'un innocent à un coupable. Et le fait que ça change la personne elle-même peut justifier qu'on utilise le din de chazaka de présomption et qu'il fonctionne là où le rov, la probabilité, ne fonctionne pas dans le mamonot. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, la Gemara nous dit qu'il n'y a pas lieu de faire dépendre la marloquette de Rabbi Acha et Ra et Tanakama de celle de Ra et Shmuel. Tashma, on essaie encore une fois. Amocher perot lachavero, c'est notre Mishnah. Celui qui vend, on a dit, des récoltes, une récolte à son prochain. Uzra'an velot samahu, la personne là a semé et ça n'a pas poussé. Vafilou zera pishan, on avait dit dans la Mishnah, même si c'est finalement une récolte et des graines de lin qui en général sont majoritairement utilisées et achetées pour semer et non pas pour la consommation, et no chayav, on avait dit dans la Mishnah que la personne ne doit pas rembourser. Mai afilou, c'est quoi afilou? On a dit même, n'est-ce pas que là, afilou zera pishan de rouma les azavne, la Gemara dit ce qu'on dit depuis le départ mais qui n'était pas écrit, c'est-à-dire que n'est-ce pas que quand on dit même le lin, c'est même le lin qui rouba les réas avenés, qui en général est acheté majoritairement pour semer. Tu vois bien que la bande ne va pas sur la majorité. Donc on avait dit hier que justement on mettait de côté la comparaison entre Rav et Shmuel et la Mishnah, mais si on l'a fait aujourd'hui la comparaison, on l'a fait maintenant. Effectivement, dans la Mishnah, on voit bien qu'on ne tient pas compte de la majorité. Puisqu'on a quelqu'un qui vend des graines de lin, qui en général, en probabilité, ont beaucoup plus de chances d'être achetées pour semer, et pourtant elles ne sont pas aptes à être semées, et on voit que la personne n'est pas responsable, donc on ne tient pas compte de la majorité. La Gemara dit, tu as raison, mais c'est une marloquette Tanaïm. Tanaïm, c'est une marloquette Tanaïm. Betania, c'est une braïta. Amocher perot lachavero. Celui qui vend donc des récoltes, une récolte à son prochain. Uzran velot samacho, il les a semées et ça n'a pas pris. Ziron egina, she'en echalim, hayav b'hariotan. Si ce qui a été vendu, ce sont des graines qui ne sont pas aptes à être consommées, à ce moment-là, effectivement, la vente est nulle. Zera pishtan, si par contre ce sont des graines de lin, qui majoritairement en général, sont utilisées pour semer, mais parfois aussi pour consommer, eno hayav, il ne doit pas payer. Donc ça c'est le premier Tanakama, qui effectivement ne tient pas compte de la majorité, qui correspond plus ou moins à Shmuel. Maintenant, Rabbi Yossi, on va avoir deux avis différents qui là sont un peu difficiles à différencier. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit Notenlo demezera. Il devra rembourser l'argent des graines, donc il devra lui rembourser. Amroulo, ils lui ont dit, donc ce sont des chachamim qui ici ont objecté à Rabbi Yossi, Arbe lokrim oto idvarim achrim. Il y a beaucoup de gens qui achètent pour autre chose. Donc du coup ici, on a Tanakama qui pense que la vente est valide, Rabbi Yossi qui annule la vente,
Et Amroulo, des Chachamim qui viennent dire que finalement, on n'annule pas la vente. Alors, on aurait pu penser que Amroulo, c'est Tanakama, mais comme c'est au pluriel, qu'il y en a que c'est un avis différent, donc la Gemara essaie l'air de comprendre qu'il y a 3 avis. Au final, quand on regarde bien, au niveau halachique, il n'y en a que 2. Le premier et le troisième qui disent que la vente est bonne, et Rabbi aussi au milieu qui dit que la vente n'est pas bonne. Alors du coup, la Gemara dit, quand tu me dis que c'est une marloquette Tanaïm, c'est une marloquette Tanaïm entre qui et qui? Qui tient compte du Rov? Qui ne tient pas compte du Rov? Alors la Gemara nous dit, Man Tanaïm, c'est qui les Tanaïm? Il est ma Rabbi aussi, Ve'amroulo. Si tu dis que c'est les avis numéro 2 et numéro 3, c'est faux. Pourquoi? Tavayu Batar Ruba Azle. Les deux tiennent compte de la probabilité. Pourquoi? Ma Azil Batar Ruba de Inche. Un regarde la majorité des acheteurs, ou Ma Azil Batar Ruba d'Ezria, et l'autre regarde la majorité des graines. Quand on fait des probabilités, on se pose toujours la question de quel est le sujet que l'on analyse. Ici, on a des acheteurs et on a des graines. Est-ce qu'on regarde le nombre de graines vendues à l'année? Si on regarde le nombre de graines vendues à l'année, on a beaucoup plus de graines qui sont vendues pour semer. Si on regarde le nombre d'acheteurs n'est pas forcément plus souvent des gens qui veulent semer. Au contraire, c'est même plus souvent des gens qui veulent pour manger ou pour tout ce qui est réfoua, tout ce qui est guérison. Et donc du coup, on a plus d'acheteurs pour la consommation, mais comme ils achètent en petite quantité, si on regarde la quantité qui est vendue, on a plus de graines qui sont vendues pour l'agriculture. Et donc du coup, finalement, la marloquette entre Rabbi Yossi et Amroulo, le dernier avis, est une marloquette sur quand on tient compte du Rov, quand on tient compte de la probabilité de la majorité, qu'est-ce que l'on regarde? Est-ce qu'on regarde la nature de l'acheteur et on le met dans un groupe majoritaire, ou est-ce qu'on regarde la graine qu'on est en train de vendre, est-ce qu'on la met dans la majorité des graines ou dans la minorité? Et là, Itanakama vers Rabbi Yossi, Itanakama vers Amroulo. Si tu veux dire qu'il y a une marloquette sur le Rov, c'est entre le premier avis, qui dit que la vente est bonne, mais sans donner raison, c'est parce qu'il ne tient pas compte du Rov, et éventuellement, soit Rabbi Yossi, soit de l'autre côté Amroulo, c'est-à-dire encore une fois, un des deux avis qui tient compte du Rov, tient compte du Rov des acheteurs, l'autre tient compte de la majorité des graines qui sont vendues. Donc on avait une marloquette Tanaïm entre Tanakama d'un côté, le côté Rabbi Yossi et Amroulo. Est-ce que l'on tient compte de la majorité ou pas dans un cas de Mamonot, ce qui revient à la marloquette Rav et Shmuel. Tanoura Banan, on a une nouvelle braïta. Mahu notenlo, demezera velo otsa'a, et shomrim afotsa. Intéressant maintenant. La personne a acheté des graines, a acheté une récolte. On a dit justement que selon certains, la vente est bonne. Donc là, on ne discute pas. Maintenant, quand la vente n'est pas bonne, est-ce que la personne ne doit lui rembourser que la valeur de la vente, ou est-ce qu'elle doit lui rembourser aussi des dommages et intérêts? Puisqu'au final, non seulement j'ai payé pour des graines pour rien, mais en plus, j'ai finalement semé, j'ai payé des gens pour travailler le terrain, et je me suis engagé à vendre mes graines et ma récolte, et au final, à cause de toi, j'ai eu beaucoup plus de pertes que la simple somme que j'ai donnée pour les choses-là. J'ai une perte qui est beaucoup plus grande. Et là, c'est une marloquette, encore une fois, Tanaïm. Premier qui dit, Demezera velo otsa'a, on ne remboursera que la somme qui a été reçue au moment de la vente, et non pas les dépenses annexes. Selon Yeshomrim, Afotsa. Maintenant, la Gemara dit Man Yeshomrim. C'est qui ce Yeshomrim? Qui est ce Yeshomrim? Alors, Tosfot dit tout de suite, en général, Yeshomrim c'est Rabbi Nathan. C'est dans Masechet Orayot, à la fin de Masechet Orayot, on dit que Stam Yeshomrim, il y en a qui disent c'est Rabbi Nathan. Mais ici, la Gemara nous dit Amar Rav Chizda, Rabban Shimon ben Gamiel. C'est Rashbag. Rabban Shimon ben Gamiel. Alors, comment on peut dire cela alors que la Gemara dans Masechet Orayot dit autrement? Nous dit Tosfot, là-bas c'est quand on ne sait pas. C'est encore une présomption, on est dans les Chazakot. Quand on ne sait pas qui est Yeshomrim, on dit Chazaka, présomption que c'est Rabbi Nathan, un peu comme la Mishnah, quand on ne sait pas qui est le Tana anonyme de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Maintenant, quand on a une certitude ou une Kabbalah que c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre. Donc du coup, la Gemara nous dit c'est Rashbag. Ça on le sait. Maintenant, il faut trouver quelle est la source de Rashbag qui va nous prouver cela. Là pour l'instant, on l'apprend de Rav Chizda, un peu comme Torah Misinaï. Maintenant, on essaie de trouver la source. Hey Rashbag, quel est l'enseignement de Rabban Shimon ben Gamiel qui montre effectivement que c'est lui qui dit que lorsque la vente est annulée, il faut payer non seulement la valeur de la vente, mais en plus les dommages et intérêts. Il est ma Rabban Shimon ben Gamiel et des Matitin. Si c'est celui de notre Mishnah, on reprend notre Mishnah. Dites-nan, celui qui achète des graines
qu'ils plantent et qui ne poussent pas, Afilou Zera Pishtan, même si ce sont des graines de lin, et no Chayab Chayutan, la vente n'est pas annulée. Et Masefa, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Zero Negina, Shenan Echalin, Chayab Chayutan. Si par contre il vend des graines qui ne sont pas consommables, la vente est nulle. Alors la Gemara nous dit attends, dans tous les cas, avant même que Rashbag vienne s'exprimer, le fait que si les graines ne sont pas consommables, la vente est nulle, on n'a pas besoin de Rashbag pour le dire, même Tanakama. Pourquoi? Tanakama n'a Kamar. Tanakama aussi d'accord que la vente est nulle. Pourquoi? Zera Pishtan Hudeno Chayutan. Puisque tu vois bien que il a dit quoi? Il a dit des graines normales ou des graines de lin qui sont tout de même parfois consommées, elles ne justifient pas l'annulation de la vente. Sous-entendu, s'il est parti Tanakama, ne chercher à chaque fois, on part du principe que le Tana apprend le plus grand chidouche, c'est-à-dire il apprend la limite de l'halakha. La limite de l'halakha, c'est-à-dire que la limite des cas où la vente est bonne, c'est lorsque c'est consommable, puisqu'il a choisi de parler des graines de lin. S'il avait voulu nous dire que tous les cas n'entraînaient pas l'annulation, il aurait dû dire même les cas de Zéron Negina. Donc la Gemara dit à Zéron Negina, Shnane Chalim, Hayab, le fait que le Tanakama ait choisi les graines de lin, c'est pour nous montrer qu'au-delà des graines de lin, si on parle de graines qui ne sont pas consommables, évidemment que la vente est annulée. Et la lavot sa'aika benayou. Alors c'est quoi la marloquette entre Tanakama et Rashbag? Que vient rajouter Rashbag? Puisque du début de la Mishnah, lorsque le Tanakama me dit que la vente est bonne tant que ce sont des graines de lin qui sont parfois consommables, je peux déjà déduire que si ce sont des graines qui ne sont pas comestibles, à ce moment-là, la vente est annulée. Que vient nous dire Rashbag quand il vient dire en son nom propre que la vente est annulée? La Gemara dit justement c'est les dommages et intérêts. Marsavar de Mezera ou Marsava Afotsa'a. C'est sûrement ça la marloquette. De Tanakama, j'aurais dit quoi? J'aurais dit que la vente est bonne tant que les graines sont parfois consommées. Quand elles ne le sont pas, je déduis que la vente est annulée. Vient Rashbag nous dire que quand les graines ne sont pas consommées, la vente est annulée. C'est tellement évident qu'il ne vient sûrement que nous apprendre que non seulement c'est annulé, mais qu'il faudra rembourser les hautes sarotes. L'agma dit Mimaï, dit Maïfra. L'agma dit ok, j'accepte l'idée de dire que pour qu'il y ait un chidouche, c'est ça. Maintenant, qui te dit que c'est lui qui pense qu'il faut rembourser les dommages d'intérêt et pas l'inverse? Peut-être que Tanakama pense qu'on rembourse dans le cas où les graines ne sont pas comestibles, qu'on rembourse à la fois les graines et à la fois les dommages d'intérêt, toutes les dépenses annexes, et peut-être qu'au contraire, Rashbag est venu nous dire qu'on ne rembourse pas les frais annexes. Donc on m'a dit halokashia, non, ça c'est pas une objection. Kotana bratra itpuye milta kaati, puisque ici chaque tana est venu rajouter quelque chose. Et on part du principe que dans la Mishnah, on vient rajouter à chaque fois des obligations vis-à-vis du vendeur, pour le vendeur. Et donc du coup, on part du principe que forcément, dans la chronologie de la Mishnah, celui qui vient après vient rajouter une obligation du vendeur, et donc forcément que le premier pense que le vendeur ne paiera que la valeur de ce qui a été vendu, et le deuxième vient rajouter tous les frais annexes. Dilma, Kula, Rabban, Shimon, Megan, Milagmani, attends, peut-être que finalement, il n'y a pas de marloquette dans la Mishnah. Peut-être que Rashbag qui s'exprime à la fin, c'est juste quand on cite Rashbag à la fin, c'est une manière de dévoiler que toute la Mishnah depuis le départ, c'est Rashbag, ça arrive souvent qu'on explique comme ça les Mishnayot, c'est-à-dire que Vechasore Mersara, c'est qu'en fait il manque des mots dans la Mishnah, c'est-à-dire Vachikatane. On reprend le début qui dit que la personne qui vend une récolte, que la personne n'arrive pas à la faire pousser, l'eau ne doit pas payer. Et ce qui manque dans la Mishnah, c'est ça, c'est ce lien-là, d'Ivrei Rabban Shimon ben Gamliel. Ce sont les paroles de Rabban Shimon ben Gamliel, chez Rabban Shimon ben Gamliel, parce qu'il dit, et c'est là qu'on a la liaison avec la suite de la Mishnah, qui pense justement que Zerogina, chez Nanechalim Chabachayutan, Hazera Pishtan et Nochaya Bachayutan. Et donc du coup, la Gemara nous explique qu'il se peut que toute la Mishnah soit Rashbag. Donc on n'a pas la preuve absolue, encore une fois absolue en tout cas, que dans notre Mishnah, on peut déduire que Rashbag pense qu'on paye dommages d'intérêt. Et là, Rabban Shimon ben Gamliel, maintenant c'est cet enseignement de Rashbag. Détaillé c'est une braïta. Amolich chitin letachon velo letatan. Ici on a quelqu'un qui vient apporter un produit à un professionnel qui est censé le transformer. Donc il va chez quelqu'un qui est censé lui moudre son blé. Il arrive à Amolich chitin letachon, il va au moulin pour faire moudre son blé. Valo lo letatan. Et l'autre personne a oublié de faire tremper
les graines. Donc à l'époque, on faisait tremper les graines pour enlever une clipa, pour enlever certaines écorces, de telle sorte à ce que la farine soit blanche et ne soit pas complète. À l'époque, la farine complète valait moins qu'une farine blanche. Va'asan soubin au moursan. Et l'eau, du coup, elle ne l'a pas laissé tremper et il a fait soubin au moursan, donc des farines qui ne sont pas propres. Kemach lanartom, dans un cas où il a donné à un boulanger de la farine en lui disant voilà, fais-moi du pain. Oh, pat nipoline. Et l'autre lui a fait un pain qui tombe. Le pain a gonflé ou n'a pas gonflé ou il est retombé. Et donc le pain n'a pas le goût que l'on attend. Behema la tabach, il a porté une bête à un shochet. Et il lui a dit voilà, égorge-moi cette bête. Venivla. Et il a fait une erreur et il a blessé la bête de telle sorte à ce qu'elle ne soit plus cachée. Donc j'ai perdu ma viande. Hayav, la personne doit rembourser. Mipne sheu kenose sacha. Pourquoi? Parce que finalement, il est payé pour une sorte de travail. Il est comme un employé, l'employé qui a ici endommagé la chose. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, notenlo deme boshto ou deme boshet ochav. Il va lui payer non seulement, évidemment, la valeur de ce qui a été perdu, mais la honte qu'il a subie lui et la honte qu'ont subi ses invités. J'ai invité des gens et au final, je ne peux pas leur servir à manger à cause du boulanger, à cause du shochet, à cause de je ne sais qui. J'ai eu honte parce que je n'ai pas pu recevoir les gens. Les gens sont venus et se sont retrouvés sans manger et ils ont eu honte. Il devra me payer la somme cumulée des deux dommages liés à cette honte. Et comme ça disait Rashbag, Minhag Gadol Haya Yerushalayim, il y avait un grand minhag à Jérusalem. Amoser Seuda Lachavero Vekilkela, celui qui donne à quelqu'un la préparation de sa Seuda, donc un traiteur, et il a abîmé la chose, donc il n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait faire. Notez-le de mes boshto, de mes bochet ochav, il devrait lui payer la honte qu'il a subie lui, c'est invité. Intéressant, si voilà, demain on paye un traiteur et qu'à la fin il n'a pas fourni justement son travail, selon Rashbag, il devra non seulement rembourser ce qu'il n'a pas fait, mais aussi la perte que j'ai eue de la honte qu'au mariage de ma fille, ainsi de suite. Rod Mina Gadol à Yerushalayim, on continue cette braïta de Rashbag qui dit que autre mina qui avait à Jérusalem, Mapa Proussa à Gabé Petach, on mettait une nappe devant la porte. Kozman chez Mapa Proussa, tant que la nappe était étendue, Ochin Nechnasim, ça veut dire qu'il y a quoi manger à l'intérieur, vous pouvez rentrer. Donc pour les gens qui faisaient des séodotes qui étaient ouvertes au public. Par contre, Istalka Mapa, si on enlève la nappe, Enochin Nechnasim, ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer, ça veut dire qu'il n'y a plus à manger ou il n'y a pas à manger, pour éviter justement que la personne ait honte de voir des gens venir chez lui et ne puisse pas manger, que les gens eux-mêmes n'aient pas honte de venir pour manger et de se retrouver sans rien à manger. On va terminer avec cette Mishnah. Quand quelqu'un achète de la nourriture ou des récoltes, on part du principe qu'il y a une possibilité qu'il y ait une partie de la récolte qui soit un peu endommagée. Jusqu'à quel pourcentage on estime que c'est normal et ça ne remet pas en cause la validité de la vente, et à partir de quand ça remet en cause. Celui qui vend Perod Chaverazem et Kabel Alav Rovartinofet et c'est un. Donc ici, lorsque on a affaire à du blé, ce sera le quart d'un cave de tinofet qui est abîmé, qui sera supportable dans une CA. Or, une CA, c'est 6 cabines, et on a dit que c'est le quart d'un cave, donc c'est 1/24e, un peu plus de 4%. Par contre, si on a affaire à des ténim, à des figues, mais Kabel Alav SR, mais tout la haute les méa, on peut accepter jusqu'à 10 qui sont véreuses pour 100, donc 10%. Martel Shayin pour du vin, et que ce sera aussi 10 tonneaux pour 100. Kalkanim, Besharon, Mekabel Alav Eser, Pitasot, les Mea. Lorsqu'on a affaire ici à des cruches, je pense que ce sont des cruches d'huile, en tout cas, aussi ce sont 10%. Donc on voit que pour tout en général c'est 10%, sauf pour le blé, où en général on ne pas plus de 4 et quelques pourcents. On va rapidement résumer ce date très très intéressant. On avait vu qu'on avait marqué Rabbi Shmuel, est-ce qu'on appliquait les dîmes de Rov, de probabilité de la Torah, est-ce qu'on les appliquait que dans les Isurim ou également dans tout ce qui était Mamonot, selon Rav partout, selon Shmuel que dans les Isurim. On avait au final c'était une marloquette Tanaïm entre Tanakama et deux avis, Rabbi aussi, qu'on appelle Amorulo, ce sont des Chachamim qui en parlent à Rabbi aussi, et là-bas dans leur marloquette, eux-mêmes discutaient. Quand on tient compte du Rov, et qu'on a des acheteurs qui viennent acheter du blé, est-ce qu'on tient compte, enfin des graines, plutôt de lin, est-ce qu'on tient compte de la majorité des vendeurs, on regarde le vendeur comme faisant partie d'une majorité d'hommes, ou est-ce qu'on regarde chaque graine comme faisant partie d'une majorité de graines vendues à l'année? Et on a vu qu'on pouvait avoir du coup un résultat
de résultats opposés, c'est-à-dire que si on regarde la majorité des vendeurs, il y a plus de vendeurs qui achètent à titre personnel pour consommer, mais en quantité, les agriculteurs, même s'ils sont moins nombreux, achètent de plus grandes quantités, donc du coup on peut arriver à des résultats opposés. On avait vu que finalement, même si on voulait dire que Rov et Chazaka pouvaient fonctionner de la même manière, puisque le Rov c'est une probabilité, et que la Chazaka fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on estime qu'un taureau ou qu'un chameau peut, a plus grande chance d'encorner, et donc le propriétaire est responsable. On a vu au final que ça ne fonctionnait pas exactement de la même manière. On pouvait très bien tenir compte du Rov et pas de la Chazaka, parce que de manière générale, si on tient compte des deux, le Rov est plus fort que la Chazaka. Mais d'un autre côté, la Chazaka a une force que le Rov n'a pas, c'est que la Chazaka concerne la personne elle-même, concerne l'animal lui-même, et donc c'est un statut qui lui colle à la peau, entre guillemets, alors que parfois on peut être dans des cas où on utilise la Chazaka et non pas le Rov. C'est comme ça qu'on a dit que finalement, la Marloquet Tanaïm, est-ce qu'on tient compte là-bas de la Chazaka ou pas dans le cas du taureau ou du chameau, n'est pas lié à la Marloquet entre Rav et Shmuel. Après on a une Marloquet Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel, selon ceux qui disent que la vente est annulée parce qu'on tient compte de la majorité, ou même pour une autre raison, quand une vente est annulée parce que la personne n'a pas fourni le service pour lequel elle a été rémunérée, est-ce que la personne ne doit rembourser que l'argent qu'elle a reçu, ou est-ce qu'elle doit rembourser dommages d'intérêt? Selon Rashbag, on remboursera les dommages d'intérêt, c'est-à-dire dans le cas des graines, il remboursera tous les frais qui ont été dépensés pour semer. Dans le cas d'un traiteur ou quelqu'un qui est censé fournir une serouda, il devra payer même la honte. Donc ici, on voit qu'il y a à la fois des dommages, c'est ça le dommage d'intérêt, c'est à la fois ce qui a été dépensé et à la fois aussi un dommage. Alors ici, Bochet, il faudra regarder ce que c'est le Bochet de la Torah. On a parlé de Bochet il y a quelques mois, la honte qui était liée à un coup ou à une blessure qui a été donnée, ou est-ce que ici c'est une takana chachami particulière du fait, encore une fois, de tenir compte de la honte. Donc il y a à la fois un remboursement matériel de ce qui a été dépensé, un remboursement matériel de ce qui a été dépensé par ailleurs, qui est déjà un peu annexe, et en plus de cela, encore une fois, des dommages ici qui sont complètement à estimer en fonction de chaque personne, c'est-à-dire la honte et tout ce genre de dommages qui ont pu être causés.